Territoire connecté et durable, les derniers centimètres du service public? Point d'interrogation, la question est posée. En l'occurrence, aujourd'hui, certains territoires sont en avance et ils sont là, ils vont vous raconter ce qu'ils font en matière de déploiement de réseaux d'objets connectés, capteurs et autres merveilles que vous allez découvrir dans les minutes qui suivent. Et donc, sans plus attendre, je vais inviter à me rejoindre sur scène Antoine Delaunay, Marie-Christine Thivan, Arnaud Tournier, Didier Flender, Fiona van der Heyden et Olivier Dondin. C'est parti. Sous vos applaudissements. Il n'y a pas de plan de table. Un président Marie-Christine. Voilà, première question. Vous savez que depuis 2021, les salles de classe des écoles primaires doivent être équipées de capteurs permettant de mesurer la qualité de l'air. Qui l'a fait? D'accord. Donc, non, je dis ça, c'est pour vous mettre à l'aise, parce que on va parler de ça, mais de bien d'autres choses, où le numérique doit vous permettre effectivement d'entrer dans une nouvelle étape stratégique. Hier, Madame la Ministre parlait de virage, hein, de l'innovation. Et ben c'est là-dessus qu'on est, parce que il se passe des choses extrêmement intéressantes dans les territoires, dans la Manche, dans l'Aude, dans la Loire. Et dans les montagnes, au sens très large avec Didier, pour justement essayer de capter les bonnes données pour conduire et imaginer de nouvelles politiques publiques. Donc ça va assez loin, vous allez voir, on va partir d'un petit capteur pour aller vers de la stratégie territoriale, avec au milieu la question des données. Donc voilà, je vous livre, je vous ai donné tous les mots que je connaissais sur ce sujet, donc maintenant je vais laisser les experts nous en parler, en commençant par Antoine Delaunay, donc président de Manche Numérique. Tout est allumé, hein, donc si tu appuies, tu éteins. Et pour nous expliquer, ben, déjà rappeler ce qu'est Manche Numérique et pourquoi Manche Numérique s'est parmi les premiers lancé dans cette aventure des réseaux d'objets connectés. Merci Sébastien, bonjour à toutes et à tous. J'ai combien de temps pour ça? Parce que 7 minutes. 7 7 minutes. minutes par personne. Très bien, c'est une longue histoire. Manche Numérique, c'est un syndicat mixte qui regroupe le département de la Manche et les EPCI du département, qui est chargé principalement du déploiement d'un réseau FTTH avec une particularité. On est le seul département français où l'intégralité du territoire est en réseau d'initiative publique. Les privés ne sont pas venus chez C'est-à-dire nous. qu'il n'y a pas de zone amie. Il n'y a pas de zone amie, il y a uniquement un grand RIP avec un bus qui nous appartient, avec un réseau qui nous appartient. Ça a été un peu compliqué au départ, forcément, mais aujourd'hui, il y a une vraie souveraineté territoriale. Le réseau est à nous, on en fait ce que l'on veut, puis un jour, il nous rapportera de l'argent et on pourra développer des usages extrêmement intéressants. Encore une fois, ça n'a pas été simple, mais ça nous permet aussi de développer d'autres projets. Et en 2016, il y a un premier réseau LoRa qui a été déployé dans la Manche sur une toute petite échelle. C'était une expérimentation qui a donné les résultats qu'elle a donnés, qui a vécu sa vie voilà, de manière très, très autonome. C'était probablement un petit peu tôt. Et puis, il y a quelques temps, lorsque l'État, la Banque des territoires ont lancé un appel à projet sur les territoires connectés, les services sont venus voir les élus en disant mais on peut y aller tout de suite, on a tout ce qu'il faut, on a la maîtrise de notre réseau bus, on a un data center, on est opérateur, enfin fournisseur d'accès. Voilà, c'était aussi une spécificité Manche Numérique. On fournit des accès Internet aux collectivités. On a un centre de supervision. Voilà, il y a tout un tas de choses qui permettaient de se lancer immédiatement. Et les élus, voilà, on a touché l'enthousiasme des agents en se disant, bah oui, mais on est dans un département très rural. On a un objectif qui est celui de construire un réseau FTTH. Il y a une attente très forte. Et on avait le sentiment que si on allait voir nos collègues élus en leur disant, écoutez, le réseau n'est pas tout à fait déployé, par contre, ça va venir, mais en attendant, on va inventer la Smart City dans la Manche, les territoires connectés, les territoires intelligents. On avait peur de se prendre la porte dans le museau et peut-être voilà, de ne pas être tout à fait compris. Donc on a pris le contre-pied, on a laissé tomber cet appel à projet et puis on a regardé ce qui se faisait ailleurs et on a organisé un voyage d'études à Saint-Étienne,
dans la Loire, où il y a une initiative dont on va entendre parler dans quelques minutes, qui est extrêmement intéressante. Et on a emmené des binômes, présidents de PCI, directeurs des services techniques ou directeurs des services des systèmes d'information, pour voir ce qu'il se passait. Alors, les techniciens venaient challenger les équipes du ciel pour voir ce qui avait été mis en place, et puis les élus discutaient avec leurs homologues, et pas forcément sur des grands projets. Ce qui a été très intéressant, c'était des présidents de PCI qui sont par ailleurs maires de petites communes, qui discutaient avec des élus de petites communes, qui leur expliquaient ce qu'ils avaient pu mettre en place, des solutions de bon sens pour vérifier et surveiller la qualité de l'air dans les salles de classe, la température, etc., le niveau de remplissage des points d'apport volontaire. Donc vraiment sur des solutions du quotidien. Et c'était cette idée que l'on avait, qu'on voulait mettre en avant, bah, les territoires connectés et intelligents, c'est pas le 22e siècle, c'est le 21e siècle aujourd'hui, et ce sont les besoins très concrets et très quotidiens des petites communes de nos territoires. Et à partir de là, on a suscité leur intérêt, et du coup, ce sont eux qui sont venus nous dire, ah, ce serait bien si on faisait la même chose dans la Manche. On leur avait montré aussi l'éclairage intelligent. On a pu commencer à travailler avec le syndicat départemental d'électrification. On a commencé à travailler avec les EPCI, et aujourd'hui, ce sont eux qui nous disent qu'on ne va pas assez vite. Voilà, donc cette stratégie était plutôt payante. On l'a formalisée dans un schéma directeur des réseaux d'objets connectés. On avait lancé un appel d'offres avec, voilà, pour venir challenger, explorer le montage financier, le montage juridique, le montage technique. Quelque chose qu'on a partagé au niveau national aux structures qui voulaient en profiter. Et puis aujourd'hui, ça avance, bon train. On a déjà contracté avec une première communauté de communes, première communauté d'agglomération sur la télé-relève de l'eau. Donc ça va permettre de couvrir l'ensemble du territoire. Et on avance pas à pas en démarrant sur des cas d'usage très importants qui nous permettent de financer la construction du réseau. Puis une fois qu'il est en place, eh bien, ça permet aux plus petites communes de venir brancher un, deux, trois ou quatre capteurs si elles en ont besoin, un peu plus si elles en ont envie, en passant par une centrale d'achat qui existe depuis un certain temps et qu'on a aussi redimensionné pour accueillir les capteurs. Alors nous, on construit une infrastructure, on construit le réseau. Ensuite, les cas d'usage, ce sont les usagers et les collectivités qui vont décider, mais qui vont pouvoir passer par notre centrale d'achat pour qu'on labellise, entre guillemets, les capteurs qu'ils vont pouvoir utiliser, pour qu'ils ne viennent pas mettre n'importe quoi. On les sensibilise aussi à la souveraineté des données, à la propriété des données. Et ça, je crois que c'est vraiment le plus important. Il ne s'agit pas de venir concurrencer le privé, mais encore une fois, il y a une question de souveraineté numérique locale qui est extrêmement importante. On exploite un data center, donc c'est une notion qu'on a bien en tête, et de venir sensibiliser les collectivités à l'importance de rester maîtres et propriétaires de leurs données. Et à travers ce réseau LoRa, qui encore une fois est une simple infrastructure, en venant les sensibiliser à la manière dont ils pourront l'utiliser, on vient travailler la souveraineté numérique locale. Alors certains dans la salle sont familiers de ces mots, LoRa, objets connectés, d'autres le sont, beaucoup moins. Quand tu parles de déployer une infrastructure, un réseau, est-ce que tu peux nous dire, parce qu'on s'imagine tout de suite que ça va coûter quelques milliards d'euros. En réalité, on parle de réseaux qui sont extrêmement légers. Extrêmement léger, c'est quelques millions d'euros, rapporté aux demi-milliard d'euros que va coûter le déploiement du réseau FTTH dans la Manche. Ce sont des antennes. Le LoRa, c'est une technologie, alors hertzienne, moi je ne suis pas technicien, je ne vais pas dire de bêtises, en tout cas une technologie radio sur des très très basses fréquences qui utilise très peu d'énergie. Et donc voilà, on installe alors moi j'appelle ça des antennes, en réalité ce sont des passerelles. Heureusement il fait noir dans la salle, donc je vois bien que les techniciens me juge du regard, mais je peux continuer à appeler ça une antenne pour les gens comme moi. Donc des passerelles et puis des objets connectés, des capteurs qui peuvent être voilà, un capteur de qualité de l'air, un capteur de remplissage d'un point d'apport volontaire d'ordures ménagères qui fonctionne sur pile. Même pile peut fonctionner pendant plusieurs années. Ça envoie des données à un instant T qui est déterminé. Ça peut être toutes les heures, ça peut être tous les jours, ça peut être tous les mois ou tous les ans selon le besoin. Donc c'est très très vertueux en termes de consommation d'énergie. C'est plutôt solide. Ce sont des ondes très basse fréquence. C'est pas dangereux pour la santé. Voilà, c'est plutôt quelque chose de vertueux. Pas très lourd à monter. Alors c'est quand même un investissement de quelques millions d'euros. Donc voilà, tout ça, ça entraîne des arbitrages, des recherches de financement. Mais il y a réellement un service à rendre à nos collectivités.
Alors tu parlais de la télé-relève, quels sont les autres, tu as parlé de points d'apport volontaires. Comme tu passes le premier, je vais te demander de faire un petit peu la pédagogie de ce sujet. Les cas d'usage sur lesquels vous avez travaillé, tu as d'abord des grands cas d'usage, tu l'as dit, mais quelles sont les autres applications qu'on peut imaginer de ce réseau avec, des capteurs qui envoient des petites données pour dire: «Bah, il se passe quelque chose à cet endroit-là». Ça remonte dans une plateforme de données qui permet d'avoir une vision organisée de tout ce qui se passe. Donc quels sont les cas les plus demandés? Écoute, il y a des centaines de cas d'usage que je ne connais pas. Voilà, dans ceux que je connais et qui, moi, me concernent sont ceux-là. Il y a aussi le pilotage de l'éclairage public, Et oui, avec, et 30 ça, on du l'a vu budget, notamment énergie des communes. dans la Loire, dans des communes rurales. Voilà, l'éclairage éteint assez tôt, et puis on arrive avec sa voiture ou à vélo un peu tard, il fait nuit noire dans le lotissement ou dans le village, et bien avec une appli, tu peux déclencher l'allumage ponctuel de tel ou tel lampadaire pendant un temps déterminé qui te permet de rentrer chez toi, de te sentir en sécurité. Voilà, ça sont les applications de bon sens. Et franchement, dans les zones rurales comme les nôtres, c'est quelque chose d'extrêmement utile. Ça permet de réduire la facture de consommation énergétique, alors la facture financière de Oui. chaque collectivité, la consommation énergétique du pays, voilà, on y contribue, et puis tout en gardant quand même une qualité de service et une qualité de sécurité ou de sûreté importante pour les usagers. Sans compter toute la partie gestion des risques naturels, quoi, avec des vigies crues, des choses comme ça. On a vu pas mal de catastrophes s'empiler sur ces derniers mois. Un coup, il pleut beaucoup, un coup ça brûle beaucoup. On va en parler avec l'autre qui a été franchement sinistré. Donc ça aussi, ce sont des choses qui sont sur la table chez Manche Numérique. Alors encore une fois, on construit une infrastructure derrière, on va travailler avec les communes. Ce sont les communes qui vont identifier leurs besoins. C'est Ouais, vraiment cette démarche que on n'a pas voulu aller voir les communes en leur disant on a construit un réseau, vous d'accord. allez pouvoir l'utiliser de telle manière, venez. Et sous-entendu, on a aussi besoin que vous veniez pour financer. Non, Hmm. on envisage de construire un réseau. Voilà l'intérêt pour vous. On va vous aider à y réfléchir. Et si vous y réfléchissez, on va pouvoir le construire pour vous, en le mutualisant, avec toujours cette volonté de mutualisation, donc on construit pour tout le monde, et de péréquation, parce que le modèle économique qu'on a retenu, c'est une adhésion finalement à l'objet connecté, donc un EPCI qui a des milliers ou des dizaines de milliers de points de télérelève, de compteurs d'eau, va financer de manière importante, mais en contrepartie, la petite commune qui a besoin de 3 ou 4 capteurs peut venir à vil prix profiter de ce réseau. Démarche donc participative de construction de ce réseau. Merci beaucoup, Antoine Delaunay. Marie-Christine, donc effectivement, Antoine le disait, il est venu, voir chez toi comment ça se passait, parce qu'il y avait un joli coup d'avance aussi, au Ciel 42 disait-on alors, mais maintenant ça s'appelle Territoire d'énergie Loire. C'était quoi l'intuition de départ et puis comment vous avez mis en musique, cette démarche avec un certain nombre d'expérimentations, et puis les cas d'usage aussi Mmh. qu'aujourd'hui vous avez identifiés comme étant voilà, des vraies attentes, des communes. Bah, bonjour à tous et merci pour l'invitation. Je vais essayer de compléter aussi par rapport à ce qu'a dit mon collègue de Manche Numérique. Alors déjà, dans la Loire, je pense on était plutôt en avance lorsqu'on a décidé, puisque nous par contre, on est le syndicat d'énergie, le syndicat d'électrification d'origine, qui s'est emparé de la question du numérique. Euh, et voilà, au moment où nous, par contre, on a Orange qui s'est positionné sur des zones amies dans nos deux grosses agglomérations de la Loire, hein, Saint-Étienne et Roanne. Et là, le syndicat d'énergie s'est dit, ben, en fait, moi, je connais bien mes entreprises, d'électrification. On va maintenant se lancer dans ce pari du numérique. Et en fait, on a été quand même assez en avance pour la transition numérique puisqu'en 2020, on avait complètement déployé le numérique sur tout le territoire. Et voilà, donc juste un petit peu avant 2020, s'est posé la question un peu de la même manière, pour la même chose, en disant, bon, on ne va pas laisser de côté nos communes rurales, et donc on va regarder si on ne peut pas déployer un réseau très bas débit pour pouvoir avoir un territoire connecté, voilà, y compris dans les zones rurales. Donc là, on rejoint bien les préoccupations de Manche Numérique. On est bien parti sur cette même préoccupation, avec un positionnement différent. C'est-à-dire que nous,
fort de notre succès sur, je pense que sur le très haut débit, eh ben, on s'est dit on va déployer et puis les communes, les EPCI, tout le monde va s'en emparer, ce qui en fait a quand même nécessité un certain temps. On sent bien que maintenant, oui, maintenant, on voit bien les applications, mais il a fallu quand même du temps. Néanmoins, on a déployé, donc on a 337 passerelles hein, sur notre, qui couvrent tout le département. Comme, bon, je ne vais pas trop revenir sur LoRa, on a choisi cette technologie aussi parce qu'elle est interopérable, c'est un système ouvert, tout le monde peut venir s'y poser. Nos 337 passerelles, ça nous permet de couvrir tout le département. Et comme vous l'avez dit, c'est un réseau très bas débit, donc en fait, il y a peu de données qui passent. Un capteur, ça émet, mais c'est assez peu de données. Donc on peut mettre beaucoup de monde sur ce réseau. On va dire à l'infini, on peut trouver des applications et s'installer sur ce réseau. Donc nous, l'approche qu'on a faite, c'est aussi de, parce qu'on s'est bien rendu compte que notamment puisque au départ c'est quand même les plus grosses communes ou les grosses villes qui se sont dit, je vais gérer mes parkings, je vais gérer voilà des gros sujets comme ça, et qui cherchaient une solution, et que finalement notre réseau il était derrière en proposition pour s'appuyer dessus, mais la solution souvent c'est une société privée qui l'apporte parce elle a tout son savoir-faire pour amener, pour présenter les données, pour les analyser, pour les restituer à la commune. Et nous, on a constitué un SPIC, c'est-à-dire on a constitué une structure administrative qui permet aux entreprises privées de venir s'installer sur notre réseau. Donc ça complète aussi l'offre, c'est-à-dire que la commune, le PCI pour, par exemple, de la gestion, enfin, pour restituer enfin, les compteurs d'eau, pour, comme vous disiez, les déchets, bon, pour les points d'apport volontaires, pour toutes ces choses-là, bon, ça va être peut-être en direct nos collectivités, mais souvent les collectivités, elles passent aussi par des sociétés qui peuvent venir s'installer sur notre réseau. Alors ça nous a quand même obligés à le caractériser, parce qu'on ne dit pas à une entreprise, bah, venez sur notre réseau, ça marche. Il faut dire le pourcentage de fonctionnement, il faut dire un certain nombre de choses, parce qu'après, eux, ils répondent à des marchés publics et ils ont des engagements, prennent des engagements. Donc ça nous a quand même obligés à bien caractériser la qualité de notre réseau, le niveau de qualité. Voilà, on a fait tout ce travail. Ça, c'était un peu ce travail en début de mandat pour rassurer aussi ben, ces prestataires qui sont voilà, qui nous accompagnent au quotidien dans les Et qui collectivités. engagent leur marque à Voilà, travers votre qui réseau. engagent tout ça. Donc aujourd'hui, on en est où? On a à peu près 8500 capteurs. On en a, alors comme nous, on était syndicat d'électricité, ben, on a, comme vous l'avez dit, on a commencé aussi pour convaincre les communes dont on avait la compétence éclairage public. On a commencé par leur proposer de mettre ces objets connectés dans les armoires et pour qu'ils puissent piloter leur éclairage public. Donc vous l'avez dit, il y a eu avec la crise beaucoup de modifications dans les villages pour réduire un peu les consommations d'éclairage public. Et puis, il y a bah, la fête du village où d'un coup, il faut quand même, là, il faut réallumer un peu plus. Il y a le feu d'artifice, il faut tout éteindre. Enfin, voilà. Donc ça permet vraiment au village d'être autonome sur leur éclairage public. Donc ça, c'était un point d'entrée qui a été assez efficace pour faire comprendre un peu l'utilité qu'on pouvait en avoir. Puis après, bien sûr, on a tout ce qui est gestion des bâtiments, économie d'énergie. Bon, là, je pense que c'est aussi acquis parce qu'on a derrière un service transition énergétique qui travaille dans ce sens. Et dans les nouvelles applications, ben, là, on a quand même quelques expérimentations. Euh, on a une expérimentation, par exemple, de station météo donc, qui est en cours. Donc, on creuse un petit peu le sujet. Donc là, typiquement, on va pas être forcément au service de la collectivité, mais peut-être des agriculteurs, des arboriculteurs, des gens comme ça, qui eux vont solliciter une société privée pour les accompagner et les aider à suivre un peu le suivi de bah, tous leurs besoins. Donc voilà. Mais on peut faire privé-public. Du coup, on a trouvé cette solution qui permet d'aller chercher. Voilà. Après, dans les grosses communes qui se sont engagées, on a beaucoup de transition énergétique sur les bâtiments, gestion des parkings et l'eau. Parce qu'il faut reconnaître quand même que, voilà, pour les gens qui sont dans la salle, c'est pas un réseau qui coûte très très cher. Ça va vraiment rien à voir avec le déploiement de la fibre optique et du très haut débit. Mais néanmoins, pour
pour arriver quand même à l'équilibre sur notre réseau, il faut quand même des capteurs. Et souvent, c'est la gestion de l'eau qui va nous apporter la massification, ou alors des sujets un peu comme ça qui vont apporter la massification. Effectivement, ça sera au profit des petites communes qui, elles, vont pouvoir bénéficier pour un coût modique de, peut-être elles ont besoin de 10 capteurs pour gérer leur commune et ça suffira. Mais quelque part, on a cette solidarité qui va à nouveau s'exercer entre la grosse ville et la petite commune par ce biais. Fait de la péréquation. Voilà. Alors tout ça, on va en parler aussi des impacts énergétiques hein, lors de votre prochain salon. Voilà, donc on a effectivement le 18 septembre 2025, hein, je vous invite, pour ceux qui sont pas trop loin, qui peuvent venir, au salon TEP. Donc salon TEP, pour nous, c'est notre salon qui nous permet de montrer un peu, c'est un peu un rendez-vous de la transition énergétique, la mobilité durable et des objets connectés. Donc il a lieu dans la Loire, à Andrézieux-Boutéon, donc dans une grande salle qui s'appelle Le Câble, avec les entreprises, elles viennent nous présenter leurs innovations. On a un petit stand d'emploi parce qu'on se rend compte que nos métiers ne sont pas très connus, donc on en profite pour un peu faire connaître nos métiers et les entreprises font connaître leurs métiers. Ouais. Parfois, il y a beaucoup à faire et puis c'est des métiers passionnants, donc ceux qui les présentent sont souvent des passionnés. Et au dernier salon, franchement, on a recruté, même nous, on a recruté. Hein. Donc c'était pour le compte propre du syndicat. C'était efficace, oui, tout à fait. Voilà. Et puis on a quand même toujours un petit temps de recul, un petit pas de côté. Donc là, on a une conférence avec Déborah Pardo là, qui va nous parler de transition écologique et de sobriété, je pense. Mais voilà, à sa façon, voilà, avec son exemple de l'albatros. Voilà, donc une journée, voilà, un rendez-vous qui est assez intéressant sur nos territoires. Merci, merci Marie-Christine. Donc, bas débit, sobriété énergétique, on l'a vu, des économies substantielles à faire sur l'éclairage public, mais aussi sur le chauffage des bâtiments. Hein. Je veux dire, à partir du moment où vous avez un capteur dans une école qui permet de connecter, je dirais, à la consommation électrique, c'est pas le syndrome de c'est les vacances, on a laissé une fenêtre ouverte, on s'en aperçoit quand on revient. Et le chauffage a tourné à fond. Là, immédiatement, monsieur le maire, il reçoit un SMS, il y a un problème, il y a une surconsommation à l'école, il va y voir, il voit qu'il y a une fenêtre ouverte et on a économisé quelques milliers d'euros. Oui, je pense que dans des communes un petit peu, alors peut-être des toutes petites communes, tout est maîtrisé, mais dès que ça devient un peu plus important, je pense qu'il y a voilà, on ne sait pas toujours ce qui se passe en fait dans nos bâtiments. Parfois, il y a des plages réservées où il n'y a jamais personne, ou alors parfois, voilà. Donc c'est vrai que les objets connectés peuvent permettre de maîtriser un peu mieux ce qui se passe et puis du coup d'adapter le chauffage, effectivement. De suivre la consommation d'eau. Suivre un peu tout ce qui se On passe. a laissé un robinet Voilà, ouvert c'est quelque ça. part, on peut On le peut mieux savoir maîtriser. Oui. avant de recevoir la facture en fait. Voilà. Donc, je pense qu'un bon suivi comme ça par des objets connectés, on rentabilise assez vite l'investissement quand on suit bien ces bâtiments. Merci, merci beaucoup Marie-Christine. Arnaud Tournier, directeur du CIADEN, donc dans l'Aude. Voilà, on a exprimé notre solidarité, notre compassion auprès de Régis, ton élu, Régis Banquet, pour les incendies que vous avez subis. Donc voilà, hein, on a tout cœur avec vous, on a beaucoup pensé à vous cet été. Le CIADEN, donc je vais te laisser te présenter le CIADEN et puis nous introduire justement au chantier de réseau d'objets connectés qui a été initié en avance de phase là aussi. Hein, dès 2016, vous avez commencé à y réfléchir. Ouais, merci, bonjour à toutes et à tous et merci pour votre soutien par rapport aux incendies. Un petit peu comme l'exprimait Madame Thivan, nous aussi on est un syndicat d'énergie et de numérique, hein, mais pas avec la même antériorité puisqu'on n'a même pas 15 ans, donc on les fera d'ici quelques mois. Donc c'est vrai qu'on est avant tout un créateur de réseau. C'est essentiellement ça, finalement, notre rôle, c'est d'aménager des réseaux publics, évidemment mutualisés. C'est quand même comme ça que l'on travaille. Et c'est à la fois sur les réseaux d'énergie, réseaux de chaleur aussi, et puis les réseaux numériques, un petit peu plus récemment, puisque effectivement, on a été doté de cette compétence aménageur numérique autour des années 2015, ce qui nous a valu finalement aussi, je dirais, déjà d'investir sur l'après,
puisque on a été amené donc à ériger un certain nombre de relais de téléphonie mobile en zone blanche centre-bourg, et nous permettant d'anticiper finalement ce qu'on voulait faire après, et notamment prévoir un certain nombre de réos pour pouvoir finalement créer un réseau radio à la maille départementale, dont le but était principalement finalement d'attendre l'arrivée de la fibre sur ces territoires qui évidemment n'allaient pas être desservis immédiatement. Donc cette opération-là, finalement, elle était déjà un petit peu anticipée. Et aujourd'hui, avec ce qu'on vit sur les quelques communes largement affectées par les incendies, nous donne assez raison, parce que voilà, on a réussi, grâce à notamment nos pylônes donc de très haut débit radio, donc à ralimenter quelques communes, et donc la population qui aujourd'hui n'a évidemment plus du tout de connexion. Voilà, vous avez notamment une commune particulièrement touchée et qui de toute façon était privée, je dirais, de toute connexion au monde. Donc voilà, ça fait partie en tout cas des sujets qui nous ont permis quand même avec un investissement particulier, d'aller un petit peu plus loin aussi sur ce que le service public peut attendre en milieu rural, et notamment dans des zones de résilience. Donc en 2022, donc, bon, on a tous déployé, comme vous, finalement le réseau de fibre optique, et on est là aussi sur les quelques centimètres de la fin de ce déploiement. Et en 2022, on a eu la chance et l'opportunité de répondre à l'appel à projet Territoire intelligent et durable, qui avait été mis en place par l'État, la DGE, et avec notamment la Banque des Territoires, un animateur de ce dispositif, qui finalement nous a fait réfléchir à une vraie stratégie. Voilà. Et ça c'est vraiment ce qui nous a poussé à avoir une stratégie, et notamment cette stratégie elle consistait finalement à se dire qu'est-ce qu'on va faire pour pouvoir structurer les usages numériques de demain sur un territoire qui est quand même largement très rural, ça c'est vraiment ça, et qu'il y a évidemment énormément de carences d'initiatives privées sur nos secteurs. Donc ça nous a conduit donc en particulier à travailler sur le volet résilience au changement climatique, en particulier avec la pose de caméras pour nos services du SDIS. Alors là, par exemple, avec le méga-feu que l'on a vécu, enfin il y en a eu quelques-uns, mais un en particulier, sur le méga-feu, évidemment que la technologie numérique ne changera pas totalement les choses. Pour autant, elle est un véritable appui au pilotage des équipes. Ça, c'est incroyable. C'est-à-dire que le SDIS nous a évidemment félicité et témoigné que voilà, il y avait quand même une capacité, parce que quand il y a le feu, c'est 1-2 jours à la télé, mais la réalité, c'est que ça dure peut-être 10-15 jours, en fait, puisque vous avez des reprises de feu systématiques. Et donc, finalement, alors, les dispositifs de caméra que l'on avait connectés à notre réseau radio historique, finalement, a également porté ses fruits par rapport, je dirais, à la mise en œuvre donc, de tous les moyens qui ont été mobilisés pour cette occasion. Fort de ça, on a aussi évidemment travaillé un peu comme du côté de la Manche et de la Loire. On a évidemment essayé de dresser finalement une stratégie pour essayer d'être beaucoup plus interventionniste auprès de nos collectivités qui sont souvent de taille modeste, et pour pouvoir effectivement leur adresser un certain nombre de services numériques. Alors, le CIADEN avait pour idée évidemment de pouvoir, à travers donc le projet Territoire intelligent et durable qui s'appelle Symphonie chez nous, on a pu mener quelques expérimentations. Ces expérimentations-là, finalement, nous ont donné des idées de réplicabilité, et c'est vraiment ça le terme de cet appel à projet, c'était cette réplicabilité, et notamment voilà, sur des sujets comme le pilotage de l'éclairage public, comme vous l'évoquiez, sur effectivement la gestion de l'eau, j'y reviendrai, parce que c'est un point vraiment central aujourd'hui de la stratégie du CIADEN. Parce que, pour la petite anecdote, et je pense que vous êtes certainement un certain nombre à l'avoir vécu, notre première action finalement sur le déploiement bas débit d'un réseau LoRaWAN également, sur lequel on s'est engagé il y a maintenant 2 ans, on a eu le maire d'une commune qui nous a appelé en nous disant: mais voilà, j'ai acheté un super dispositif de pilotage de l'éclairage public.
C'est vraiment génial. Donc on s'est rendu évidemment dans la commune, puisque la commune a la compétence en éclairage, et on s'est rendu compte que, en fait, on lui avait vendu un produit, évidemment, qui devait être connecté au réseau LoRa, mais étant profondément en zone rurale, forcément, il n'y avait pas de capacité de connectivité. Donc en fait, c'est notre première action finalement sur le territoire, c'est le pilotage de l'éclairage public à travers le mauvais exemple. Euh, donc, donc ça nous a évidemment un peu plus poussé à travailler de façon un peu plus fine sur la philosophie de la gestion de l'éclairage public. Et donc, plus récemment, le CIADEN porte l'investissement, comme je le disais, de création du réseau. Et par ailleurs, on a mis en place une société d'économie mixte CEMOP qui s'appelle City 11 et qui, elle, est chargée de l'exploitation, en fait. Donc finalement, de générer le revenu de l'activité et d'exploiter le réseau bas débit suite à une concession de 10 ans qui lui a été attribuée. Donc en fait, voilà, on est vraiment sur le 100% public et souverain sur l'infrastructure et ensuite sur l'économie mixte par rapport à l'exploitation. Et là aujourd'hui, on est évidemment sur les mêmes types d'objets principaux que l'on adresse. On a parlé de l'eau, bien sûr, et de l'éclairage public. Et donc, on est sur le point, de conclure des accords extrêmement importants avec des gros acteurs, puisque par définition, la concession, elle vise évidemment les collectivités en direct, mais également les opérateurs des collectivités dans leurs domaines respectifs. Et là aussi, donc, on a engagé un travail extrêmement important avec les acteurs porteurs exploitants de réseau, qui, aujourd'hui, effectivement, sont extrêmement intéressés par la solution parce que elle vise évidemment à couvrir tout le territoire départemental. On est un peu comme vous, hein, c'est 250, 300 gateways, et puis voilà, des investissements qui sont plutôt proches des 3 millions d'euros plutôt que ce qu'on a vécu évidemment dans le domaine de la fibre. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui va marcher. Et puis comme on est à Ruralytique et que on met tous un point d'orgue à se dire que le monde rural a toujours en tout cas une volonté de s'en sortir, finalement, on se rend compte que nous, par rapport au déploiement du réseau LoRaWAN, on va quand même être boosté par l'urbain. C'est-à-dire que les contrats qu'on va passer prochainement, c'est sur le territoire du Grand Narbonne en particulier. Et évidemment que c'est ça qui va aussi nous permettre de donner un coup de boost. Donc on est vraiment sur cette, je dirais, cette logique d'ensemblier et qui fait la liaison entre le rural et l'urbain et qui nous permet évidemment d'aller le plus loin possible, quelle que soit la zone du territoire sur laquelle on se trouve. Merci beaucoup Arnaud. Oui, on retrouve ce principe de péréquation finalement de fait, hein, où la massification de ce qu'on trouve dans les territoires urbains permet de financer ce qu'on va mettre en place dans les territoires ruraux. Euh, Didier Flander, président de Numérisat, je te passe voilà, la zapette, c'est la flèche du bas pour avancer. Donc tu as 7 minutes pour nous dire ce qui se passe dans les montagnes avec Smart Mountain 5G. Alors, donc, je vais vous parler de déploiement de la 5G privée dans les montagnes. Et donc, nous, au Numérisat, donc, on est un opérateur de télécommunications, donc basé au Bourget-du-Lac, en Savoie. Et on a beaucoup de discussions avec les collectivités locales, etc. On leur fournit en fait de la connectivité. Et donc, on s'intéresse de près à l'évolution de la montagne qui, du fait du réchauffement climatique, est confrontée à de vrais enjeux. Alors donc, il y a, en fin 2024, en 2023, en fait, il y avait un appel d'offres de la Commission européenne donc, pour le déploiement de la 5G et des cas d'usage autour de la 5G. Et donc, on a proposé de monter un consortium en fait, pour répondre à cet appel d'offres, à cet appel à projet, donc, qui s'appelle Connecting Europe Facility Smart Communities and Edge Computing. Et on a proposé en fait de déployer un réseau 5G privé en Haute-Maurienne, au fin fond de la Haute-Maurienne, avec un consortium donc, qui regroupe 5 sociétés, donc Numérisat qui est le coordinateur du projet, Firecell qui est un fournisseur en fait, de solutions 5G français,
Clever Value, qui est une société qui fait de l'ingénierie de la valeur et qui va donc nous permettre de travailler sur les données environnementales. Et puis Hydrostadium, qui est une filiale d'EDF et l'université de Savoie-Mont-Blanc. Alors le projet, en fait, va se faire dans la Haute-Maurienne. Donc la Haute-Maurienne, c'est un ensemble de communes, en fait, qui sont tout au fond de la vallée de l'Arc. Donc sont associées au projet donc les communes de Valseny, Bessan, Haussois. Et en fait, la Haute-Maurienne, c'est 3000 habitants, un peu moins de 3000 habitants, avec une caractéristique, c'est que il y a beaucoup d'activités touristiques, il y a des stations de ski, il y a des problèmes donc d'isolement de ces territoires, et en fait l'altitude est entre 1400 et 3800 mètres d'altitude. L'été, il y a le parc de la Vanoise, c'est plus de 300 000 visiteurs, et l'hiver, les stations de ski, c'est multiplié par 20 en fait leur population, donc c'est plus de 50 000 à 100 000 personnes. Voilà. Donc, ce qu'on a proposé, c'est de faire un projet pour travailler dans le domaine de la montagne compétitive et durable, avec des enjeux, c'est de déployer un réseau 5G privé, déployer des services IoT, et autour de 4 thématiques qui sont des thématiques majeures pour l'économie de la montagne. Voilà, et qui sont groupés en 4 thèmes. L'énergie, ces territoires en fait sont des producteurs d'énergie. Il y a des centrales, il y a des barrages, il y a des microcentrales, il y a des conduites forcées, il y a toute une thématique autour de ça. Et donc c'est pour ça qu'est associé au projet donc EDF et sa filiale Hydrostadium. Le tourisme. Le tourisme, donc notre approche là-dessus, c'est de voir un peu comment on peut améliorer la gestion des infrastructures de ski. Bien évidemment, il y a toute la problématique de la connexion isolée, la gestion des flux touristiques, de la sécurité des travailleurs, et également d'utiliser ces technologies-là pour communiquer et gérer les événements. Le troisième volet important de toute cette économie de ces zones de montagne, c'est l'agriculture. C'est donc de l'agriculture de montagne avec des caractéristiques très spécifiques. Et donc, on a identifié en fait toute une série de cas d'usage que l'on va développer et déployer, notamment avec le groupement des agriculteurs de Haute-Maurienne. Et le quatrième volet qui est important, c'est la sécurité et l'évolution de l'environnement, avec en fait toute la problématique liée au réchauffement climatique, au problème des avalanches, des éboulis, etc., qui peuvent se poser. Donc à partir de là, donc on structure ce projet autour de toutes ces thématiques, avec le développement de cas d'usage, voilà, dont j'ai déjà parlé. Euh, Ça associe en fait la mise en œuvre de capteurs, de caméras, enfin de toute une architecture. Pour le tourisme, c'est pareil. Donc, sont associés les communes qui sont impliquées dans le projet, et également les sociétés d'économie mixte qui exploitent les stations de ski de Valseny et Bonneval-sur-Arc et Haussois. Concernant la sécurité en montagne, sont associés des acteurs de la sécurité en montagne, avec entre autres bon, les acteurs qui interviennent, donc type PGHM, SDIS, etc., SDIS, mais également des sociétés spécialisées dans les problèmes de surveillance des zones d'avalanche, des zones d'éboulis, etc., et qui travaillent déjà au niveau de ces zones-là. Et puis pour l'agriculture, j'ai cisé donc le GIDA, la chambre locale d'agriculture, et la ferme digitale. Alors, alors, pour la mise en œuvre de ce projet, compte tenu des conditions, en fait, hein, on a construit une architecture qui est excessivement innovante, qui met en place à la fois une infrastructure de réseau HF 5G sur des émetteurs. Il y a une douzaine d'émetteurs 5G qui sont déployés. Et puis, tout ceci est connecté par liaison satellitaire. Des liaisons Léo, donc avec des solutions Telsat OneWeb, des solutions Géo avec, Alors, Léo, avec c'est du en spatial. basse orbite. En basse orbite, Et, en basse orbite à et faible Géo, c'est latence, en orbite géostationnaire. géostationnaire. Donc il y a une infrastructure qui est excessivement innovante et qui va être complétée également par de la communication directe par satellite avec une autre constellation qui est dédiée à l'IoT. Alors, donc
ce modèle-là, donc, en termes de déploiement, il est très innovant. Donc, il implique toute une série de technologies avec énormément de technologies françaises, hein, fabriquées par des fabricants français dont j'ai déjà parlé. Voilà. Mais également, on va mettre en place pour le déploiement des cas d'usage. Donc, il y a des capteurs, il y a toute une série de choses qui vont être déployées. Mais également, on va mettre en œuvre aussi des technologies d'intelligence artificielle. Et on travaille notamment avec le laboratoire d'intelligence artificielle de SES, avec lequel donc, on est en train de travailler sur un certain nombre de cas d'usage autour de ce qu'on appelle la Smart Ski Station, qui permet en fait, avec des techniques d'intelligence artificielle, d'optimiser en fait la gestion des infrastructures de ski, des remontes de pente, etc., de gérer les flux. Voilà. Et puis, on a le même cas qui va être appliqué sur des techniques, sur la gestion des troupeaux et de la santé animale, en fait, autour de tous les cas d'usage de Smart Mountain pour l'agriculture. Voilà. Donc il y a énormément de choses qui vont se passer autour de ça. Donc, on va avoir autour de la Haute-Maurienne va devenir vraiment un territoire d'expérimentation avec des technologies très, très avancées, avec une structure qui va être pérenne, hein, c'est-à-dire qu'en fait, tout ce qu'on met en place, l'objectif est de dupliquer à toute l'économie de la montagne. Voilà. Et pour cela, donc, on est en train de déployer, donc le réseau, on est en train de le déployer. Donc, le premier site qui est équipé, c'est dans la première quinzaine de septembre, donc on démarre la semaine prochaine, de façon à être prêt. Donc, c'est à Bessan, qui sera le premier site, et de façon à être prêt fin novembre avec le déploiement de tout le réseau, hein, qui fait plus de 170 km² de couverture, de façon à démarrer les cas d'usage, en fait, et les mettre en place au fur et à mesure de l'expérimentation du projet. Et on vient d'ailleurs également de lancer un appel à expérimentation pour y associer en fait des acteurs qui seraient intéressés pour utiliser la plateforme Smart Mountain pour tester en fait des cas d'usage. Super, merci beaucoup, merci Didier, c'est un énorme projet. Félicitations hein, pour le leadership dans ce projet-là. Comme c'est un projet européen, on a accepté quelques anglicismes. Quand Didier parle de IoT, c'est Internet of Things, l'Internet des choses, l'Internet des bidules et des machins, ce qu'on appelle nous Internet des objets. Mais en l'occurrence, bravo et suivez ça de près parce que dans nos montagnes, il y a des révolutions en cours, et notamment sur la pluriactivité et je dirais la nouvelle vie hein, des territoires de stations. Donc ces réseaux d'IoT ou d'Internet des objets, en fait, ils sont constitués de plusieurs éléments que j'ai demandé à Fiona van der Heyden, directrice de la stratégie des programmes innovants chez Netmore. Je lui ai demandé de nous éduquer un peu là-dessus, de nous montrer comment ça fonctionne et puis voilà, de présenter son propre réseau parce qu'elle a son propre réseau en France. Oui, alors je vais juste nuancer un tout petit peu. C'est pas le mien, c'est celui de Netmore. Mais merci Sébastien. Donc effectivement, en fait, nous, Netmore, on est opérateur public. Alors on n'est pas beaucoup. On est 2 sur le marché français. Donc il y a Netmore et il y a Orange. Je ne sais pas si on peut peut-être avoir un petit coup de zapette. Voilà. En tant qu'opérateur, on a cette belle couverture nationale. Ah, ça défile peut-être un peu rapidement. Je pense qu'il y a un petit programme à l'intérieur. Oui, bon, c'est pas bien grave. Alors nous, on a cette chance. Alors on le construit aussi, on le densifie, on le fait grandir, mais on a déjà un réseau en place sur l'ensemble du territoire français, presque. Parce que vous allez voir après avec la carte de couverture, effectivement, il y a un petit trou dans la Manche. Pas qu'on n'ait pas voulu y aller, on a été informé un petit peu trop tard et malheureusement, on n'avait pas pu répondre à l'appel à manifestation d'intérêt. Mais on n'est jamais fermé, hein, donc voilà. Comme on dit, c'est un ami, donc on peut toujours. Donc nous, sur le réseau, on adresse plusieurs cas, que ce soit l'eau, l'énergie, on en a déjà beaucoup parlé, les territoires connectés, accompagner les administrations dans leurs obligations légales, parce que voilà, comme le disait Sébastien aussi en introduction, il y a des petits décrets qui passent de temps en temps qui obligent les communes à s'équiper en capteurs pour la qualité d'air, le suivi de la VMC, la température dans les salles de classe, voilà, un peu, Ah oui, il y a ça un, aussi, un oui. peu de tout. Un peu de tout. Dès qu'il y a de l'accueil au public, il y a une demande forte, que ce soit français ou européen, d'avoir de la visibilité
de pouvoir mesurer, agir en conséquence pour avoir, voilà, assurer une qualité de service aux usagers et aux concitoyens. Alors après, voilà, on fait aussi de la santé, on accompagne aussi des établissements hospitaliers dans plus sur la gestion de la qualité de l'air, parce on en a aussi entendu parler ces derniers temps des problèmes de contamination parce que VMC ou clim mal entretenu. Donc, comme j'ai l'habitude de dire, pour chaque problème, il y a un capteur. Donc, il y a effectivement des milliers de cas d'usage possibles et la santé en fait évidemment partie. Alors l'industrie, les logisticiens sont friands de solutions connectées pour savoir où est telle machine, à quel endroit, parce que des fois les usines, c'est un peu grand aussi, et d'avoir quelqu'un qui fait le tour de l'usine, c'est compliqué, c'est un peu contre-productif. Donc voilà, c'est aussi des choses qui peuvent s'adresser à travers des réseaux connectés. Et puis on l'oublie pas parce que c'est aussi le but de la ruralité, l'agriculture. Alors je vais essayer de citer d'autres cas d'usage un peu plus rigolos que ceux qui ont déjà été cités. On a notamment dans nos bons cas d'usage le goutte à goutte pour les arbres fruitiers. Qui marche très bien pour l'arrosage et en même temps pour la gestion du stock d'eau aussi, parce que ça peut être un sujet, notamment avec la sécheresse qui nous frappe en France un peu partout. Donc, il y a des feux, mais il y a aussi de la sécheresse. Donc voilà, puis évidemment, on n'oublie pas nos chers bâtiments connectés qui sont un peu liés aussi au territoire connecté. Mais tout ce qui va être détection, présence, quand on rentre dans une pièce, la lumière qui s'allume par magie ou qui s'éteint quand on en sort, c'est toutes ces petites choses invisibles du quotidien qui font que voilà, c'est des objets connectés et ça trafique sur un réseau. Alors donc nous, effectivement, on s'est spécialisé depuis plus de 15 ans dans la technologie LoRaWAN parce que comme on l'avait déjà expliqué, faible coût d'émission. Donc tout de suite, on installe un capteur. Donc, effectivement, une petite batterie, ça a une durée de vie minimum de 10 ans. Donc, effectivement, là, on est pas mal. Donc, oui, donc 10 ans, on attend de voir venir. Et c'est un capteur qui coûte pas si cher que ça. Et donc, on a tout de suite le retour sur investissement. Tout de suite, on peut se rendre compte, super, là, Véronique de la Compta, elle a oublié d'éteindre la lumière en partant le vendredi soir. Et du coup, ça a tourné, l'électricité a tourné tout le week-end. Ah non, grâce au capteur, on peut le savoir et on peut mettre un petit panneau et dire Véronique, oublie pas d'éteindre la lumière en partant, voilà, ou ce genre de choses, ou en tout cas, même dans le meilleur des cas, avoir un bouton sur lequel on appuie pour éteindre la lumière à distance. Alors ça, c'est vraiment le cas ultime et le but final de l'objet connecté, de pouvoir agir, piloter et mesurer, enfin voilà, le triptyque gagnant. Donc on a précisé les 10 ans et donc nous on a un engagement fort chez Netmore de dire on se positionne et on assure le maintien de la technologie jusqu'en 2040. Alors c'est pas le 21e siècle, mais ça paraît très loin et pourtant c'est demain, puisque aujourd'hui quand on a des délégations sur de la télérelève ou ce genre de choses, on part sur des contrats de 15 ans. Donc il faut pouvoir avoir un acteur solide sur lequel s'appuyer et de dire oui, vous inquiétez pas, tout va bien, dans 15 ans, on sera toujours là et oui, on vous assure le service sans problème, on sera là, tout va bien, voilà. Le LoRa, on y croit et on sera là. Et donc voilà, si on peut revenir un tout petit peu, Sébastien, sur la magnifique carte de couverture. Donc là où ça a du bleu, c'est couvert. Donc vous pouvez, cette carte de couverture est publique. Donc oui, il y a des petits trous. La manche en plus gros trou. Mais, donc aujourd'hui, on a ce réseau public. On a une carte de couverture qui est publique également. Donc vous pouvez à tout moment, même en pleine nuit, au milieu d'une insomnie, si vous le souhaitez, aller taper votre adresse et vérifier si vous pouvez être couvert par le réseau LoRa et si vous pouvez installer aussi chez vous un capteur demain et qui fonctionnera et qui vous fera de la montée de données sans souci. Voilà, donc ça c'est l'avantage du public. Après, évidemment, on a aussi la capacité d'accompagner des acteurs sur le montage et la création de réseaux privés. Ça, c'est aussi notre force. On a un magnifique cœur de réseau qui trafique et on dit si vous voulez installer votre réseau en propre, il vous faut un cœur de réseau. Alors en Manche, ils ont la chance d'avoir le leur.
Mais c'est aussi un investissement, c'est pas forcément donné à tout le monde. Déjà, installer les passerelles, ça a un coût. Rajouter le cœur de réseau en plus, c'est un autre coût. Donc ça peut être, voilà, des solutions aussi sur lesquelles, on peut aider. Parce que les acteurs, privés ne sont pas là que pour être, les méchants, non, non, on n'est pas là pour voler l'argent public. On est là aussi pour aider et pour créer les offres, aussi, ben, des moments sur mesure qui vont répondre, aux besoins. Et alors dans le sur mesure, on a été pionnier à l'époque, on a été suivi sur le mouvement de l'hybride. Donc le réseau hybride, bah, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est le meilleur des 2 mondes. S'appuyer sur ce qui existe déjà pour pas, faire du surdéploiement parce que ben, le but de tout ça et des objets connectés, c'est d'aider à mesurer et à gérer de l'économie, à générer de l'économie. Donc si on peut éviter de dépenser pour quelque chose qui existe déjà, bah, c'est aussi une bonne chose. Donc avoir le meilleur des 2 mondes, je déploie un peu mon réseau privé en m'appuyant sur ce qui existe déjà et on avance. Et puis si vraiment il y a un besoin complémentaire, on vient apporter la dernière petite brique nécessaire. Et donc, bon, bah, voilà, les cas d'usage, on en a déjà largement parlé, la télé-relève, la qualité d'air, les points d'apport volontaires, pour savoir, voilà, si je peux aller déposer, mes bouteilles au point d'apport, de recyclage du verre ou si la benne est déjà remplie, bah, ça voilà, ça évite aussi d'avoir la pollution visuelle, d'avoir des bouteilles qui traînent, au sol, voilà. Mais et en même temps, ça permet, à la mairie, bah, d'éviter une tournée potentiellement inutile ou de déclencher une tournée, pour le confort du concitoyen. Donc aussi très important, l'éclairage public aussi, on en a parlé, voilà, je ne vais pas tous vous les refaire. Et comme on pense vraiment au cas, bah, un peu aussi, très spécifique de la ruralité, on s'est créé une petite offre spécifique, et dont on est très fiers, de faire la promotion et d'avoir fait le lancement hier, sur notre compte LinkedIn, en disant: «Ça y est, voilà, le Rurality commence, voilà l'offre dédiée à la ruralité, mais qui peut se décliner sur d'autres cas d'usage, donc qui consiste en une petite passerelle interne, enfin, bah, juste on vient brancher une prise électrique, on vient brancher la passerelle, toute la partie technique et compliquée est déjà faite de notre côté, c'est ce qu'on appelle préconfiguré, donc on vient juste brancher la passerelle et puis bah, ça fonctionne. Voilà, tant qu'il y a de l'électricité, il y a de la vie. Et donc, c'est un petit combo, donc la passerelle et donc les 40 forfaits, parce que ben, un objet connecté, ça marche avec un petit forfait, comme ces choses-là. Hein, voilà. Vous êtes une collectivité, vous devez déployer une flotte de téléphones, vous allez chez un opérateur, et ben là, vous pouvez avoir votre mini réseau privé chez vous à la maison avec une passerelle et quand même 40 forfaits intégrés. Donc il y a de quoi couvrir un certain nombre de cas d'usage avec 40 objets, voilà, et vous pouvez mettre autant de cas d'usage différents que vous le souhaitez dans ces 40 objets. Et Ça- on sera ravis de vous en dire plus sur notre stand. Merci, merci beaucoup Fiona. Oui, ça permet de se faire la main, hein, de découvrir ces technologies à peu de frais tout en se les appropriant. Merci, merci Fiona van der Heyden. Euh, Côté Orange, alors on a vu Orange donc éteint le cuivre, allume d'autres choses, la fibre notamment. Ça me rappelle Volvic, un volcan s'éteint, un être s'éveille, typiquement auvergnat, pardon pour la dédicace. Et en l'occurrence, vous êtes en train d'allumer un certain nombre de réseaux bas débit, et je crois qu'il y a aussi un énorme travail sur les données qui se réalisent au sein du groupe, mais je ne déflore pas, je laisse Olivier Dondin nous en parler. Merci Sébastien. Oui, en effet, quand on fait le comparatif d'il y a 20 ans, d'ailleurs j'en profite pour te re-souhaiter un excellent anniversaire et te C'est gentil, mais féliciter. ça fait longtemps que j'ai plus 20 ans. Non, je sais, mais bon, Rurality que tu portes comme ça à bout de bras et un véritable succès. Et donc quand on compare, il y a 20 ans, on imaginait les RIP 1G. 1G. 20 ans après, on est sur des RIP 2G, 3G, hein, donc pour ces territoires connectés et durables. Et en fait, c'est bien la suite de ces partenariats publics et privés qui est une très très belle réussite. D'ailleurs, on le voit avec les différents exemples qui ont été donnés. Mais on voit que les conditions, elles ont énormément changé
Elles sont très différentes puisque avant c'était relativement simple. Maintenant, on a un marché qui est multiconcurrentiel avec vraiment un multi-acteurs, hein, c'est-à-dire qu'on a des acteurs télécoms et puis on a des acteurs de cas d'usage, on a les différentes aussi collectivités. Donc ça a beaucoup évolué et donc c'est indispensable de s'assurer d'un équilibre économique sur ces projets. Alors comment faire? Les questions et là je parle donc aux collectivités qui voudraient se lancer sur ces territoires connectés et durables. Mais bien sûr, il faut partir du besoin. Il faut aussi surtout consulter toutes les parties prenantes et puis s'assurer de l'adhésion des acheteurs. Parce qu'on le voit, hein, on peut monter un réseau, puis finalement, il n'est pas utilisé. On l'a fait parfois un peu tôt. Nous aussi, enfin, je reviendrai sur le réseau LoRa, mais il faut bien l'adhésion des acheteurs. Et puis, il faut faire le constat de carence. Le constat de carence sur le réseau, il existe ou pas. Donc, les parties prenantes vont-elles utiliser ce réseau pour quelles données? On va en parler, pour quelle utilisation, et puis est-ce qu'il y a vraiment besoin de recréer un réseau? Donc je vais un peu paraphraser Fiona, mais bon, en tant qu'opérateur, on est un peu sur ce même domaine. Donc à ce propos, donc Orange, lui, dispose aussi d'un réseau opéré LoRa depuis 2015, donc depuis 10 ans. J'ai pas de carte, hein, j'ai pas mis de slide, mais bon, on a une belle carte aussi. Donc 30 000, plus de 30 000 communes qui sont couvertes, 95% de la population. Et ce réseau LoRa, il est à disposition des collectivités, et y compris via une offre hybride. Et ça, c'est important que Fiona l'ait dit aussi. Moi, je voudrais insister. Un réseau hybride, c'est quoi? C'est donc, elle l'a parfaitement expliqué, vous avez la possibilité, en fait, de compléter la couverture de notre réseau qu'on met à votre disposition pour le rendre un peu plus étendu, notamment dans des zones, on parlait tout à l'heure avec le CEDEN, des zones peu denses, hein, sur lesquelles on ne serait pas. Et donc là, le LoRa privé va pouvoir s'interconnecter avec notre LoRa, voilà, ou sur une extension plus profonde, hein, sur des capteurs sous-sol, en fonction donc des besoins identifiés puis des partenariats que vous aurez noués. Alors justement, je voulais prendre un exemple, et on l'a presque tous pris, hein, l'exemple de l'eau. On a un exemple volumique pour illustrer, hein, notre réseau LoRa. Depuis le début, en fait, depuis quasi 10 ans, sur l'ensemble du réseau national, on a Birds, donc de Veolia, hein, qui utilise notre réseau LoRa. Et donc, ce cas d'usage, il est important de le rappeler parce qu'il est en effet, il y a un retour sur investissement qui est aussi très important, et puis cette approche volumique. Et donc, aujourd'hui, c'est sur le territoire national, hein, donc je dis comme qui peut le plus, peut le moins par rapport à des zones plus petites, mais ce sont des millions et des millions de capteurs. On est sur, voilà, c'est très volumique. Et donc, pour un peu terminer sur l'histoire du LoRa, utiliser le réseau de LoRa, en fait, c'est aussi prendre un risque limité. Mais vous l'avez dit tout à l'heure, il est existant, il est déjà sécurisé, il est optimisé. Et, l'idée aussi de tous nos projets, c'est de ne pas toujours tout reconstruire, et surtout de viser des objectifs aussi RSE, et donc de faire des économies. On ne rajoute en fait que ce qu'il manquerait à des réseaux déjà installés. Donc après, le LoRa, c'est juste une technologie, on l'a vu, hein. Il y a des technologies cellulaires, il y a le satellite, il y a la 5G aussi qui arrive avec des beaux cas d'usage que vous nous avez présentés. Et donc, ce qui est important avec un opérateur comme Orange, c'est aussi la capacité de fédérer un peu ça, d'unifier sans couture ces différentes technologies qui évoluent dans le temps. Et là aussi, vous l'avez rappelé, hein, une DSP, c'est 10 ans, c'est reconduit après, parfois pour aussi des dizaines d'années. Donc, l'idée, c'est d'avoir quelque chose qui soit pérenne dans le temps. Et c'est ce que propose Orange. Mais on a beaucoup parlé de réseau, et je voulais un peu sortir du réseau centrisme, même si c'est un peu notre cœur de métier, parce que le but aussi, c'est de faire parler la donnée. La donnée, on a parlé, on la collecte, on met des capteurs. D'ailleurs, on ne met pas que des capteurs et des objets. Et ça, je vais y revenir, mais c'est possible que si cette donnée, d'ailleurs, elle est bien collectée et si elle est pertinente et de qualité. Elles sont partout.
ces données, mais souvent voilà, cloisonnées, hétérogènes, coincées dans des applications très métiers ou des formats fermés. Et alors je prendrai l'exemple bon, on en a parlé, hein, de la gestion énergétique des bâtiments. Bien sûr, on a les données qui vont faire remonter les données de consommation, les températures, on l'a dit, mais il faut les croiser aussi avec beaucoup d'autres sources pour transformer en fait cette data en plan d'action. Il y a des données financières, il va y avoir le type de bâtiment. Ça, c'est des données plutôt qualitatives qu'il va falloir comme ça croiser avec les données. Et donc, il va falloir analyser toutes ces données, les fiabiliser pour avoir, pour le cas de la gestion bâtimentaire, des actions de rénovation priorisées ou adapter les usages de ces bâtiments. Et on le voit, les équipes hein, des collectivités avec lesquelles on travaille, elles perdent quand même beaucoup de temps hein, à collecter les fichiers, à négocier l'accès aux données, à vérifier la qualité, hein, à nettoyer, on va parler de nettoyage de la data. Et en fait, c'est en ce sens que Orange, avec la Banque des Territoires, il y a, j'y suis dans les 3 minutes, s'est associé, donc a créé une joint venture, une co-entreprise, dans laquelle d'ailleurs la Banque des Territoires est investie à 40%, ce qui est plus que ses participations habituelles. Et pour fournir un outil qui va donc collecter automatiquement toute la donnée des capteurs, mais bien sûr en les croisant avec des données issues des métiers, des partenaires, des bases internes, de l'open data aussi, hein, parce que bien sûr on va aller collecter aussi des données autres que les capteurs, va les stocker en toute souveraineté et sécurité dans un environnement d'ailleurs qui est certifié Secnum Cloud. Et puis si la collectivité veut les garder dans des data centers régionaux, locaux, c'est aussi possible. Et donc, fini la donnée brute et contradictoire, là, il y a cet outil qui permet, avec un hyperviseur, de voir toutes les données, les interpréter, de les utiliser en fait pour nourrir vos stratégies territoriales, en faisant parler cette data et en y incluant d'ailleurs depuis peu l'intelligence artificielle qui permet d'ailleurs de finalement analyser très rapidement, d'avoir des vues instantanées sur ce qui se passe, que ce soit de l'alerte ou un peu d'études qu'on voudrait avoir. Donc cette plateforme, elle redonne en fait aux acteurs publics le contrôle de leurs données pour en faire un véritable moteur d'action. Donc en conclusion, on voit que les projets territoriaux, ils commencent à émerger, ils sont très ambitieux et c'est bien, parce qu'ils permettent de faire plus, de faire mieux, de faire progresser en fait la société et sur des sujets qui sont hyper utiles. Nous, on conseille toujours de partir sur des cas qui sont très qui ont une forte rentabilité, mais on les a nommés, hein, l'éclairage public, la gestion bâtimentaire, les déchets, on en a un peu moins parlé, mais ça permet de très vite rentabiliser les investissements qui auraient à faire. Et puis cette chaîne de valeur des territoires connectés et durables, elle est longue et complexe, et donc voilà, il y a quelques acteurs qui émergent, c'est bien de s'appuyer dessus parce que finalement un opérateur ou un partenaire qui en maîtrise un maximum de composantes, et ça permet de sécuriser tous ces investissements. Donc pour finir, voilà, Orange est bien là pour offrir en fait la même qualité, la même souveraineté, la même sécurité, où que soit ce dernier centimètre dont on parlait, ou dernier kilomètre, mais on va parler même plus précisément de dernier centimètre, de la plus petite commune au département ou à la région. Voilà, Merci beaucoup Olivier d'avoir attiré notre attention sur cette notion clé de données pertinentes. Parce que c'est vrai qu'on va collecter des datas voilà, de manière extrêmement importante. Quel sens on leur donne? Et c'est important de réfléchir quand on a... C'est pour ça qu'il y a les SDROC, hein, les schémas directeurs des réseaux d'objets connectés. On se demande de quelles données j'ai besoin. Parce que ce sera beaucoup plus... voilà, plutôt que de se dire j'ai tout ça, qu'est-ce que j'en fais? C'est de se dire de quoi j'ai besoin et d'organiser autour de ce besoin de données, de lecture du territoire, son réseau et ses données entrantes. Merci, on a bien compris que les territoires ruraux dans 20 ans seront donc connectés et durables, grâce à vous, entre autres, et on peut les applaudir pour ça.